Quand on pense au 19e siècle, on a souvent en tête l'image des grands empires, cette période qui a complètement redessiné la carte du monde. Mais au fond, que se cache-t-il vraiment derrière cette vision un peu figée? C'est ce qu'on va explorer ensemble en regardant les continuités et les profondes mutations de cette époque. On a tous vu cette carte un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Ces grandes taches de couleurs bien nettes, le rose pour l'Empire britannique, le bleu pour l'Empire français, ça donne l'impression de blocs solides, bien stables, qui affirment une domination totale sur d'immenses territoires. Cette phrase, tirée de notre source, résume parfaitement cette idée. Mais voilà, cette image, aussi familière soit-elle, est en réalité assez trompeuse. Elle cache une réalité beaucoup plus complexe, mouvante et souvent très violente. C'est ce mythe de l'Empire en rose qu'on va déconstruire un peu. Alors, voici notre parcours. D'abord, on va s'attaquer à cette fameuse carte. Ensuite, on va plonger au cœur des moteurs humains des empires. On verra aussi que la soi-disant paix coloniale était bien loin d'être une réalité. Puis, on s'intéressera à l'arrivée de nouveaux acteurs dans le jeu impérial. Et enfin, on verra comment tout ça a fabriqué un monde interconnecté pour le meilleur et pour le pire. Allez, première étape. Cette carte si propre, si nette, que nous dit-elle vraiment? Ou plutôt, qu'est-ce qu'elle nous cache? Il est temps de regarder de plus près. Le point essentiel à comprendre, c'est celui-ci. Une carte, ce n'est jamais innocent. Dans le contexte de l'époque, c'est un véritable outil de pouvoir. Tracer une frontière, nommer un lieu, c'est une façon de s'approprier symboliquement un territoire. Ça efface ce qui existait avant, les sociétés, les royaumes, pour imposer une nouvelle réalité, celle du colonisateur. C'est un acte politique avant d'être un document géographique. Bon, maintenant qu'on a vu les limites de la carte, allons voir ce qui faisait vraiment tourner ces empires, les êtres humains. Parce que loin d'être des blocs de couleurs statiques, les empires étaient des systèmes basés sur des déplacements massifs de population, souvent dans des conditions d'une brutalité qu'on a peine à imaginer. Et là, on touche à l'une des grandes continuités de ce siècle. Officiellement, la traite négrière est interdite par beaucoup de puissances européennes. Mais dans les faits, elle est très loin de s'arrêter. Au contraire, un énorme trafic illégal se met en place pour continuer à fournir de la main-d'œuvre forcée aux plantations, en particulier au Brésil et à Cuba. Ce qui est absolument frappant, c'est l'échelle du phénomène. Regardez ce chiffre, près de 2 millions de personnes. Ça montre bien l'ampleur de ce trafic illégal et surtout la demande insatiable de travail forcé qui continue de faire tourner toute l'économie atlantique. Et après la continuité, voilà la grande mutation. L'abolition de l'esclavage, elle ne met pas fin à l'exploitation. Pour faire tourner les plantations de sucre de café, les empires inventent de nouveaux systèmes pour déplacer et contrôler la main-d'œuvre. Le système le plus emblématique, c'est celui de l'engagisme. Comme on le voit ici, des millions de travailleurs, principalement venus d'Inde, sont recrutés sous des contrats qui les lient pour des années et envoyés aux quatre coins du monde pour remplacer les anciens esclaves. Leurs conditions de vie sont souvent à peine meilleures. C'est une nouvelle carte mondiale du travail sous contrainte qui se dessine. Passons à un autre grand mythe, celui d'une domination tranquille et acceptée. En réalité, l'idée d'une paix coloniale est une pure construction de la propagande. Les territoires impériaux sont en fait des zones de conflit permanents. La conquête ne s'arrête jamais vraiment. Cette carte de l'Indochine française, par exemple, est édifiante. Chaque point, c'est une révolte, une mutinerie, un acte de résistance. On voit bien que la domination est constamment contestée, partout. La pacification, comme on disait à l'époque, est un processus sans fin, parce que l'opposition, elle, est constante. Cette citation tirée d'un rapport colonial est géniale. On sent toute la frustration de l'administrateur qui n'arrive pas à contrôler le terrain. La résistance, ce n'est pas seulement les armes, c'est aussi la fuite, la ruse, le refus de coopérer. C'est une guérilla du quotidien qui sape l'autorité coloniale à la base. Une autre grande mutation du siècle, c'est que la compétition impériale n'est plus seulement une affaire européenne. De nouvelles puissances non européennes émergent et viennent bousculer les anciens empires. On le voit bien ici, d'un côté, les empires européens traditionnels qui se partagent l'Afrique et une partie de l'Asie, de l'autre, de nouveaux acteurs, les États-Unis et le Japon, qui développent leurs propres ambitions, surtout dans la zone Asie-Pacifique, et ils ne jouent pas forcément avec les mêmes règles. L'exemple du Japon est spectaculaire. Forcé de s'ouvrir au commerce par les Occidentaux, le pays se modernise à une vitesse folle et se lance à son tour dans une politique de conquête. Il annexe Formose, l'actuel Taïwan, étend son influence sur la Corée. C'est une première, une puissance non occidentale qui devient elle-même une puissance coloniale. De l'autre côté de l'océan, les États-Unis aussi se lancent dans l'aventure. Après avoir annexé Hawaï, ils profitent d'une guerre contre l'Espagne pour prendre le contrôle des Philippines, de Guam et de Porto Rico. En parallèle, ils interviennent militairement en Amérique centrale pour protéger leurs intérêts. Un empire qui ne dit pas toujours son nom est en train de naître.
Tout ça, toutes ces conquêtes, ces déplacements massifs de population et de marchandises, ça n'aurait jamais été possible sans une véritable révolution technologique. C'est notre dernier point. Comment les empires ont bâti les infrastructures d'un monde globalisé. Voici les outils de cette globalisation impériale. Les bateaux à vapeur, qui réduisent énormément les temps de trajet, les chemins de fer, qui permettent de pénétrer au cœur des continents pour en extraire les richesses, et puis les câbles télégraphiques sous-marins, qui permettent de communiquer presque instantanément d'un bout à l'autre de la planète. D'un coup, le monde se rétrécit. Et s'il fallait un seul symbole de cette nouvelle ère, ce serait celui-là, le canal de Suez. Inauguré en 1869, il révolutionne le commerce mondial. La route vers l'Inde et l'Asie est incroyablement raccourcie. Pour l'Empire britannique en particulier, c'est une artère vitale. Le monde est devenu plus petit et plus facile à contrôler. Bref, pour conclure, si on revient à notre carte du début, on comprend bien qu'un empire, c'est beaucoup plus qu'une simple tache de couleur. C'est un système vivant, complexe, fait de flux de personnes, de capitaux, d'informations. C'est une machine à transformer les sociétés à travers des conflits sans fin et des mutations profondes. Et ça nous amène à la question finale. Ces frontières tracées à la règle, ces économies façonnées pour l'exportation, ces hiérarchies créées, ces mémoires de conflits. Comment est-ce que tout cet héritage du 19e siècle continue d'influencer notre monde à nous? C'est une question essentielle si on veut comprendre les tensions et les liens qui unissent notre planète aujourd'hui.